Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vous l'a présenté Dominique, on va faire un diagnostic en fait des mesures qui ont été réalisées en région depuis une vingtaine d'années et essayer de voir quelles informations on en a retenues et les perspectives en termes d'évolution. Alors, tout d'abord, les données, c'est les émissions, comme vous l'a présenté Benjamin, mais c'est également des mesures. Alors précédemment, on a vu les émissions qui sont uniquement sur les aéronefs, mais en fait, la mesure va nous donner donc la concentration, et la concentration, elle tient compte de toutes les sources. Et sur un aéroport, ça a été présenté une des premières slides, mais sur l'aéroport, il y a énormément de sources de pollution. Alors on a évidemment celles qui sont liées au trafic aérien, donc les avions, pardon, excusez-moi, j'étais pas sur le bon écran. Donc, on a les avions et les hélicoptères. On a également, à chaque mouvement d'avion, des véhicules de secours, de service pour les bagages, pour le ravitaillement, etc. On va avoir la pollution liée au transport routier. Alors, le transport routier des passagers, également du personnel des aéroports, commerce et puis bureaux. Et puis, on va retrouver aussi une pollution qui va être liée à tout ce qui est pollution des bâtiments, enfin du tertiaire, du résidentiel, également d'autres pollutions liées au stockage de carburant, puis de façon un tout petit peu plus anecdotique euh, à tout ce qui est les cigarettes, les points cigarettes à l'extérieur précisément. Donc voilà, donc toutes ces sources émettent des polluants, essentiellement des polluants liés à la combustion. Donc on va retrouver des oxydes d'azote, des hydrocarbures, des particules, etc., mais également des composés organiques volatiles. Et donc, je passe comme ça. Et donc, tous ces polluants ont été mesurés depuis une vingtaine d'années par campagne de mesure essentiellement sur les aéroports, les principaux aéroports qui sont en bleu. Et également, donc les campagnes de mesure ont pu être faites notamment quand on voit des campagnes de mesure par BTX, là, benzène, toluène, xylène, ou par oxyde d'azote. Ce sont des campagnes qui ont été réalisées pas uniquement sur l'aéroport, un petit peu également autour. On a eu des campagnes qui étaient beaucoup plus précises, avec, notamment je pense à celle de Marseille en 2019, avec des hydrocarbures totaux, des métaux lourds, des composés organiques volatiles, etc. Et puis, on a aussi, donc, toutes ces données sont intégrées dans les cartographies annuelles que je vais vous présenter juste après. Et puis, on a aussi les polluants classiques, j'allais dire, les oxydes d'azote, l'ozone, les particules fines, qui eux sont suivis de façon continue sur nos stations fixes et notamment sur la station fixe de l'aéroport de Nice, puisque depuis 2005, une station est installée dans l'enceinte de l'aéroport. Et on va voir les évolutions de ces mesures euh, en station fixe, notamment du dioxyde d'azote. Alors là, il y a une petite comparaison qui est faite entre la station de l'aéroport, donc sur les niveaux moyens, qui est présentée en orangé, et puis les autres sites des Alpes-Maritimes, tout confondu, hein, station trafic, station urbaine, etc. Et ce que l'on aperçoit, c'est que même si effectivement l'aéroport est le principal contributeur au niveau des oxydes d'azote, en termes de concentration, il apparaît être quand même la station la plus faible en termes de niveau observé. Alors c'est lié évidemment à l'intervention des paramètres météorologiques et puis la dispersion que l'on observe sur les aéroports. C'est aussi lié au fait que malgré sa contribution au niveau de fond, il y en a beaucoup moins que sur l'ensemble de la ville. Euh, Parce que le trafic routier est un des principaux émetteurs au niveau de la ville de Nice. On le voit sur les oxydes d'azote, on le voit également sur les particules fines avec des niveaux qui sont également plus faibles concernant l'aéroport par rapport aux autres sites des Alpes-Maritimes. Donc on remarque toujours cette baisse qu'on a eue lors du Covid et puis la remontée qui se fait
légèrement depuis sur l'ensemble des sites. Et ça se voit également sur les particules PM2,5 qui ont été mesurées qu'à partir de 2018 sur cette tendance qui est la même, à savoir des données plus faibles au niveau des aéroports. Donc, ensuite, on voit donc, toutes ces données qui sont intégrées dans les cartographies confirment, puisque le NO2 ressort effectivement sur les pistes, mais on observe des niveaux qui sont comparables à ceux observés sur la ville, avec cette remarque aussi bien sur l'aéroport de Nice que sur l'aéroport de Marseille, où les routes se révèlent un peu plus. Et puis à Cannes, alors là, on ne voit pas trop bien les pistes, mais les pistes de Cannes sont ici. Les points, ce sont les stations fixes que l'on a sur les sites. Et pour les oxydes d'azote, donc on a une forte variabilité entre les points routiers et le reste, alors que pour les particules PM2,5, on a des niveaux qui sont nettement plus homogènes et les plateformes sont peu visibles, par exemple sur Marseille ou sur Cannes. Alors, ce que ça sous-entend, c'est simplement que les oxydes d'azote et les particules, malgré leur contribution au niveau des émissions, ne sont pas le meilleur traceur de l'activité aéroportuaire, puisque, en tout cas, sur nos plateformes aéroportuaires, la contribution du trafic routier est beaucoup plus importante. Et donc, ces deux polluants ne ressortent pas et ne sont pas un bon traceur de cette activité. En revanche, ce que l'on a pu observer, c'est que les particules ultra fines révèlent effectivement une contribution importante du secteur aérien. Donc là, on a fait une comparaison entre un analyseur de particules ultra fines situé sur la ville de Nice à l'est, loin de toute pollution aéroportuaire, et un analyseur qui a été installé donc depuis cette année, là, en avril, à l'aéroport de Nice. Et on voit effectivement des contributions totalement différentes sur ce polluant. Alors, juste pour une petite précision, les particules ultra fines ne sont pas mesurées de la même façon que les particules PM10 et PM2,5 dont je vous ai parlé. Les particules ultra fines, c'est un comptage du nombre de particules, alors que la concentration des particules PM10 et PM2,5, c'est une concentration en masse. Donc, les particules ultra fines qui sont comptées, ce sont des particules, pour ce graphe-là, ce sont des particules qui sont comprises dans la gamme de 7 nanomètres à 2,5 micromètres, qui est une des gammes habituellement suivies, même si elle va évoluer en 2023, qui est habituellement suivie au niveau national. Alors donc, je vais continuer sur ces particules ultra fines, parce que pourquoi on en a installé un en 2023? C'est parce qu'en 2020, nous avons fait une étude à l'aéroport de Nice, et coup de chance, on est tombé pendant le confinement. Alors on a eu la chance, je ne sais pas si c'était une chance pour tout le monde le confinement, mais on a eu en tout cas en termes de qualité de l'air une expérience in situ formidable. Donc on a pu comparer le nombre de particules avant le confinement, donc dans une situation normale où tout le monde pensait que tout allait bien, avec le nombre de particules qui avait une variabilité effectivement assez importante selon les jours, et puis le nombre de mouvements d'avion. Alors on voyait effectivement un lien, peut-être, il y avait d'autres choses qui pouvaient intervenir. En revanche, dès qu'il y a eu le confinement qui a été décrété, alors le nombre de mouvements d'avion évidemment a chuté, et avec lui le nombre de particules par centimètre cube. Alors là, on était sur une autre gamme de mesures, mais on a juste dépassé un petit peu au niveau des grosses particules. Et ensuite, lorsque le confinement lorsque on est reparti un petit peu à la normale, alors il y a eu, juste pour vous rappeler, il y a eu 2 phases de déconfinement. Il y a eu de mai à juin, et ensuite de juin, ça a commencé à être un petit peu plus light.
Et le confinement d'après a été en octobre, donc on n'avait pas on faisait plus les mesures de PUF. Et donc, après le confinement, on a vu effectivement une hausse du nombre de mouvements d'avions, mais aussi une hausse du nombre de particules. Alors, cette étude nous a montré qu'il y avait un lien. Alors, le lien, ce n'est pas une relation qui était linéaire, vous le voyez bien, mais il y avait un lien avec l'intervention d'autres sources, d'autres paramètres euh, qui faisaient que ce n'était pas linéaire. Et donc, les paramètres, on a également vu que c'était des paramètres, bon, vous savez, mais il y avait des paramètres météorologiques qui ont eu un fort impact. Donc, comme on peut le voir ici, l'aéroport de Nice, là c'est un petit zoom, la station de l'aéroport est basée ici, donc à l'ouest de l'aéroport. Et, euh, et donc, on a remarqué, avant le confinement, on avait voilà, une hausse de pollution qui était comme ça, avec des concentrations importantes de particules ultra fines en nombre, qui étaient du secteur nord-est, sud-est, donc grosso modo, provenaient de l'aéroport. Et on avait quelques particules quand même qui venaient de l'ouest, du nord, etc. Après le confinement, enfin pendant le confinement, pardon, excuse-moi, on en a moins quand même. Mais on a toujours cette forme de concentration de particules qui proviennent de l'Est, mais avec des niveaux nettement plus faibles, euh, impliquant donc l'importance du trafic aérien dans ces émissions de particules ultra fines. Alors, juste pour la slide d'après, je vous fais remarquer qu'on a effectivement, en source de pollution, on a l'aéroport sur la partie est. On a, par contre, sur la partie nord et la partie ouest, on a quand même un réseau routier qui est assez important au niveau de l'aéroport de Nice. Et, et voilà. Et donc, quand on fait la comparaison entre la corrélation, pardon, entre le nombre de particules ultra fines et les oxydes d'azote, puisque les oxydes d'azote sont quand même un contributeur important, et surtout un très bon traceur du trafic routier, lorsqu'on voit ce graphe, on remarque que lorsqu'on est avec des vents de secteur nord-est-sud-ouest, c'est un large secteur, mais qui prend en compte l'aéroport, on obtient des concentrations en particules ultra fines élevées, nettement plus que lorsque les vents sont de secteur ouest-nord, et donc qui désigne finalement la ville et le côté, le secteur, l'influence routière, en fait. Voilà. Donc, ce que l'on retient, c'est que effectivement, les oxydes d'azote ne sont pas un bon indicateur, en tout cas chez nous, pour déterminer l'influence de l'activité aéroportuaire, mais que les particules ultra fines le sont. Euh, et donc, on va continuer dans cette voie-là. Et on n'est d'ailleurs pas les seuls, puisque des résultats similaires ont été identifiés sur diverses plateformes internationales et nationales. Donc là, je vous ai mis les grandes lignes de ce qu'on retient des particules ultra fines. Donc il y a une décroissance de la concentration du nombre de particules en s'éloignant de la plateforme aéroportuaire. On l'a d'ailleurs confirmé en voyant la comparaison entre l'analyseur de Nice à l'est et l'analyseur de l'aéroport à l'ouest, avec effectivement des niveaux qui sont totalement différents. Il y a une corrélation qui a été identifiée entre les heures de pointe du trafic aérien et les concentrations élevées en particules ultra fines, vérifiées également. Et puis le décollage reste la phase du cycle LTO la plus pénalisante. Ensuite, des indications importantes qui sont à relier avec de la granulométrie, c'est des études sur les tailles des particules issues des aéronefs montrent qu'elles sont situées entre 10 et 20 nanomètres. C'est-à-dire que dans la grande gamme entre 7 et 2,5, entre 7 nanos et 2,5 micros, ce sont les plus petites qui sont issues des aéronefs, alors que une étude qui date un petit peu, mais quand même, a montré que les particules ultra fines, et d'ailleurs je pense que monsieur Dermidjian après va aller sur le sujet et va nous préciser tout ça, les tailles de particules diesel sont nettement plus grandes
avec plutôt des détails au niveau de 300 nanomètres. Et puis, la dernière information importante, issue de l'étude de Nantes dont va parler François juste après la pause, c'est que les durées des hausses de concentration en partie des pics en fait, de PUF au niveau des aéroports durent entre 5 et 10 minutes. C'est très intéressant comme information puisque en termes de, d'évolution, justement, hop, je passe aux perspectives, en termes d'évolution, eh bien, ça veut dire qu'il faut également améliorer dans le diagnostic la métrologie. Parce que pour l'instant, nous travaillons en pas de temps le plus faible qui est le quart horaire. Et ce qui nous est montré, c'est qu'il faudrait peut-être descendre un petit peu plus bas, tout comme pour la pollution maritime et pour la pollution industrielle. On est sur une pollution de panache. Et donc, concernant l'amélioration du diagnostic, peut-être cette évolution métrologique est à faire, tout comme l'intégration des particules ultra fines dans l'inventaire. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie de nos objectifs. Et puis, en fait, voilà, en gros, c'est d'améliorer la connaissance globale sur la pollution du secteur aérien, avec un élargissement de la surveillance à d'autres plateformes. Là, c'est vrai qu'on est essentiellement sur les gros aéroports. Donc, c'est à faire d'aller sur des plateformes un petit peu plus modestes. Également, d'élargir à d'autres polluants, puisque les polluants classiques, comme on a pu le voir, ne sont pas forcément un très bon indicateur de cette activité. Donc, développer le réseau de PUF, ce qui est le cas actuellement, ce que l'on fait déjà en 2023. Et d'ailleurs, une étude devrait être réalisée en 2024 avec l'installation d'un analyseur de particules sur l'aéroport de Marseille-Provence. Alors, les objectifs de cette amélioration de la connaissance et du diagnostic se fera également avec l'accompagnement, la poursuite de l'accompagnement des gestionnaires et des acteurs locaux, de continuer à valoriser les actions qui sont faites en faveur de l'air et du climat, pour finalement définir la répartition spatiale de l'impact du secteur aérien, jusqu'où l'activité d'une plateforme aéroportuaire impact et au niveau de la ville ou de la région autour. Voilà, je crois en avoir fini. Et oui. Eh bien, Florence, d'abord, merci pour la grande clarté de ta présentation. Alors, on a quelques questions. Je vous en prie. Alors, une qui revient sans doute à la présentation de Benjamin. Je laisse le choix pour la réponse. Comment est-ce que, je reformule un tout petit peu, sont construites les cartes, non pas d'émission, mais de concentration que tu as présentées? C'est-à-dire, on voit effectivement des cartes avec le point de mesure pour les oxydes d'azote et les particules. Donc, Oui, comment alors tout ça a je été laisse fait? Benjamin répondre. Je vous laisse Alors, pour préciser, donc toutes les émissions sur les phases de décollage sont associées directement sur les pistes d'envol. Les émissions roulage APU sont réparties sur du surfacique sur la zone aéroportuaire. Et toute la phase de décollage, enfin de montée et de descente, sont réparties sur des points à différentes altitudes. Donc au début, on est sur tous les 30 mètres, 50 mètres et 100 mètres jusqu'à 1 kilomètre d'altitude, donc aux 3000 pieds. Et ces points sont répartis sur les différentes euh, voies d'approche spécifiques à chaque aéroport. Donc sur Marseille, c'est l'axe de la piste, hein, sud-ouest, nord-ouest. Et sur Nice, on a des phases d'approche qui évitent le cap d'Antibes en partie et on tient compte de ces phases d'approche qui sont spécifiques à chaque aéroport. Alors, je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question, mais peut-être la personne parce que c'était anonyme, n'hésitez pas à reformuler peut-être, on pourra revenir sur ce point si ce n'est pas clair.
Alors, on a une question d'un spectateur anonyme de la même façon qui nous demande si l'on a accès au niveau de mesure de particules ultrafines sur l'aéroport de Paris pour les comparer à celle de Nice. Alors, ça me permet de dire qu'en effet, c'était une campagne de mesure que vous a présenté Florence, mais depuis, avec la société aéroportuaire de Nice, on a équipé la station d'une mesure permanente. Alors, tout ça est en ligne, donc nous, on a vraiment ce principe de mise à disposition. Et alors, je ne sais pas si Aéroport de Paris ou Air Paris peut nous répondre via le chat sur ce qui est effectivement accessible à Paris. Évidemment, ça ne nous engage pas là, mais si on peut donner la réponse, ça serait très sympa. Alors moi, je sais, pardon, excuse-moi, je sais qu'effectivement, ils ont fait plusieurs campagnes au niveau des particules ultra fines sur le routier, l'urbain et l'aéroport, l'aéroportuaire. C'était fin 2022, donc je pense qu'on est en attente de résultats, mais je les laisse confirmer. Mais en tout cas, ça a été fait. Très bien, donc on donnera l'information si on en dispose. Ensuite, on a une question de notre collègue Mélodie Chatin d'Athmo Grand Est. À l'échelle annuelle, quelle est la différence de niveau entre la station PUF de l'aéroport et celle de fonds urbain? L'exposition chronique reste en effet l'exposition la plus délétère d'après les études. Donc, est-ce qu'on a des moyennes? C'est vrai qu'il nous a montré des Alors, faire importants. Tu peux nous dire ça? Alors, on n'a pas de moyenne parce qu'en fait, l'analyseur de PUF de la station de l'aéroport de Nice a été installé en avril 2023. Donc, on n'a pas encore, on n'a pas encore sur l'année 2023. Donc. Et pour la campagne aéroport 2020, on n'avait pas de PUF à la station de Nice-Arson, donc, qui est la station en l'occurrence. Donc pour l'instant, non, on n'a pas de comparaison. Mais Alors, dès que ce sera possible, évidemment, on le fera. Est-ce que je peux, Dominique, dire un mot? oui, bien sûr, Pierre. Oui, simplement pour rappeler que les particules ultra fines, donc comme ça a été bien présenté, il s'agit de comptage, parce que ce sont des particules de diamètre très petit, même si on les assimile à des sphères, et qu'en fait, si on comptabilise la masse, elles ne représentent pas une masse très importante. Par contre, elles ont une action en termes de santé qui est très forte parce que leur surface par rapport à leur volume est très grand et donc comme elles pénétreront très profondément dans les organes du corps humain, elles auront des effets importants en termes de santé. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que ce ne sont pas encore, les particules ultra fines ne sont pas encore un polluant réglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dispositif national complet de surveillance de ces particules ultra fines. Par contre, l'État est parfaitement conscient que c'est un polluant d'intérêt national et a donc mis des moyens pour permettre l'implantation de certains analyseurs sur certains sites avec des associations agréées de surveillance volontaires. Donc et Atmosud s'est engagé assez fortement sur cette mesure des particules ultra fines. Donc on est à un stade précurseur, on va dire. Voilà, c'est pour ça que vous avez des installations qui sont encore récentes. Et donc, il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant en cette matière. Et sachez que c'est encore pas répandu comme ont pu l'être les analyseurs de particules PM10 et puis un peu après de PM2,5. Merci. Merci Pierre-Charles. Alors, pendant que Florence cherche la planche, peut-être, où on avait une comparaison entre les deux sites, même si c'est que depuis Ah oui, pas de 2023, souci. répond à Je mon avis là. Oui. et clairement à la question. Ça me permet de souligner qu'hier, nous étions à l'Assemblée pour la Journée nationale de la qualité de l'air organisée par la présidente du CNA. Et c'est vrai que cette question des particules ultra fines, comme vous venez de le souligner, a été quasiment sur toutes les lèvres. Et ce qui a été évoqué aussi dans les éléments nouveaux, donc on sait que ces ultra fines, donc inférieures à 0,1 micron, elles ont le potentiel de rentrer dans la circulation sanguine, d'où les impacts aujourd'hui qui concernent non plus simplement la sphère
pulmonaire, mais évidemment l'ensemble des organes. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont dans notre actualité en termes de relation à la santé. Mais ce qui a été souligné par Isabella Hanesi, par exemple, c'est le fait aussi qu'elle passe directement à travers la peau, pour certaines, voire directement au niveau du nez, par le bulbe olfactif. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu nouvelles. Alors, ce qu'on peut souligner quand même, hein, c'est que ce n'est pas que l'apanage des avions, hein, ce sont toutes les combustions et les productions d'aérosols secondaires. Mais puisqu'on a cette comparaison sous les yeux, même si on n'a pas toute l'année, comme tu l'as dit, Florence, on peut peut-être quand même donner des chiffres, qu'on les a là. Ah, en moyenne. Oula, bah, faut que je la retrouve, excusez-moi, je ne l'avais pas souligné. Je vais le faire vous l'avez sous les yeux, hein, vous Non, mais avez... là, on est environ à 10 000. Oui, on est à 10 000 sur, en moyenne là, sur ces 4 mois, ouais, 3-4 mois. Et puis, pour l'aéroport, bah, on est plus vers 25, 27 000. Oui, oui, on n'était pas dans la précision, mais entre 20 et 30. Donc ça montre Voilà. effectivement les écarts, hein, puisque c'était ça, je crois, la question. Nouvelle question alors de Michel Pierre de France Nature Environnement dans le Var. Bonjour, les émissions de panache de NO2 sont très élevées, de plus de 200 microgrammes par mètre cube. Combien de particules à ce moment-là? Et la question de l'effet sanitaire, on ne répondra évidemment pas à la question de l'effet, mais enfin, vous avez bien compris hein, que aujourd'hui la question est moins sur les particules en masse, c'est-à-dire un peu grossières, même si elles sont fines, que sur les ultra fines, qui sont bien corrélées d'ailleurs, assez bien corrélées aux oxydes d'azote, hein, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est donc des niveaux de particules en masse? C'est ça la question, pendant ce pic d'oxyde d'azote. Alors ça, c'est les nombres. Euh, là, Oui. Alors, j'ai pas vu al- la. Alors, il va y alors, avoir un graphe avec plus de 200. C'est pas celui-là. non. Alors, non, justement, je ne sais pas de quel graphe il s'agit. Bon, alors on verra avec Michel peut-être en Oui, aparté, je qui vais est un regarder un adhérent peu parce d'Atmosud, que pour répondre à cette question, si peut-être que quelque chose nous a échappé. Ensuite, on a Alexandre Thomasson, Atmo Aura, qui nous remercie d'abord des présentations. Quel était le type d'analyseur de particules ultra fines utilisé? Vous voyez, on a des questions maintenant qui sont très précises. Florence, je ne sais pas si tu sais répondre à ça. c'était le CPC recommandé par le LCSQA. Alors, si vous voulez exactement, on pourra vous envoyer le type même d'analyseur. Alors, je vois ensuite, avez-vous également fait des mesures avec des microcapteurs autour d'aéroports? Celle-là, je vais peut-être y répondre si tu veux bien, Voilà, parce que ça je fait te laisse. partie des... Oui, alors bien sûr, on utilise maintenant les microcapteurs pour faire beaucoup de choses, et on le fait en partenariat avec les associations adhérentes d'Atmosud, hein. C'est vraiment une démarche importante maintenant de science participative, de surveillance participative. Et le prolongement de la question, au fond, c'est quel sens ça a? Vous savez, enfin, pour ceux qui connaissent ces technologies, les mesures par microcapteur sont des mesures optiques, donc elles comptent les particules, mais c'est un peu un faux ami parce que, en fait, on compte les particules à partir de 250-300 nanomètres. Et puisque Florence vous l'a détaillé, et on le verra avec M. Dermidjian tout à l'heure, on est vraiment sur des fractions qui sont très, très, très fines, bien inférieures à cette notion-là. En fait, quand on compte les particules de façon optique, par exemple avec des microcapteurs, mais ça reste vrai aussi avec des capteurs de référence, en fait, on ne voit pas les ultra fines, très, très peu. Donc, en fait, oui, on les utilise, mais comme on vient de l'indiquer ici, ce n'est pas forcément la bonne façon d'appréhender cette question, puisqu'on voit que le sujet est vraiment dans les ultra fines qui, par définition, sont pas bien vues par la masse. Donc, on a, et Pierre-Charles l'a évoqué tout à l'heure, sur la surface spécifique des particules. Quand on regarde les ultra fines, si on les mesure en masse, en fait elles pèsent pas grand-chose si on les compare à quelques grosses particules. Après, les ratios des masses volumiques sphériques entre une particule de 10 microns, de 1 et de 0,1 micron, vous verrez qu'en fait, il en faut très peu de grosses pour des millions ou des milliards de toutes petites. Donc, c'est vraiment le nombre qui doit compter. Alors, une question pour Florence, de Marion Piret de Marseille-Provence, donc de l'aéroport. Est-ce que l'on a, de la part de l'OMS, des recommandations sur les niveaux de particules ultra fines? Non, On alors, commence à avoir des chiffres qui circulent sur ce qui est acceptable en quelque sorte. Je vais voilà, formuler ça. jusqu'à présent, ils ne se sont pas prononcés avec une référence. Mais ils encouragent effectivement à continuer les investigations sur ce type
de polluants parce que ils estiment ne pas avoir suffisamment d'informations, de recul là-dessus pour émettre des recommandations. Mais ils encouragent à donner des informations. Voilà. Ouais, c'est une question très importante. Elle a été abordée aussi hier, hein, puisque il y avait le ministère qui était présent. Et ce qui a été rappelé tout d'abord, et ça ne nous aide pas, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est que beaucoup de ces questions ont des effets sans seuil. Et donc, bien sûr, faudra sans doute fixer des échelles de qualité. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Je crois que l'OMS avait évoqué un 20 000 particules par centimètre cube, mais je ne sais plus à quel moment et quel statut ça avait, mais ça reste un premier chiffre. En revanche, c'est sûr que cette question-là, elle va nous occuper quand même. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, c'est une singularité, en tout cas, du voisinage aéroportuaire. Alors, on a une question d'Air Paris. Ah non, c'est un retour, pardon, d'Alexia Bodic. Je vous confirme qu'une campagne de mesure de PUF sur et autour, donc sur la plateforme, hein, sur et autour de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle a été réalisée en fin d'année 2022. Une note synthétique présentant les résultats de cette campagne de mesure est actuellement en cours de finalisation. Celle-ci devrait être rendue publique d'ici la fin de l'année. Donc rendez-vous sur le site d'Air Paris pour accéder à ces informations. Voilà, alors on a une remarque peut-être, je la donne parce qu'elle est dans l'actualité également, donc de Éric Chrétien du collectif 06 qui nous dit la dernière méta-analyse du Lancet donc de juillet 2023 donne des informations très précises sur l'impact des particules PM2,5 d'oxyde d'azote sur la mortalité prématurée dans 850 villes en Europe, dont Nice, Marseille. Ne l'évoque-t-on pas? Alors, on n'avait pas prévu de parler de l'étude du Lancet, mais effectivement, peut-être sa singularité, c'est qu'elle fournit des éléments sur la contribution des différentes sources. Hein, et donc, on a non seulement la relation entre, en gros, les concentrations et les impacts sanitaires, notamment sur la mortalité prématurée. Alors, c'est une étude de plus, hein, il y en a eu énormément ces dernières années. Mais ce qu'elle propose également, c'est une lecture par typologie de sources. Alors, c'est une étude qu'on a bien regardée puisque vous nous l'aviez transmise un peu avant. Et donc, ce que l'on peut dire, sans rentrer peut-être dans le détail aujourd'hui, c'est que ce sont des gros pavés de 6 km par 6 km. Alors, ça s'explique parfaitement puisqu'on est à l'échelle européenne. Hein, donc, ce sont des mailles donc, de 6 km de côté, donc, dans lesquelles on va moyenner des concentrations et des émissions et les relations à cette mortalité prématurée. Donc, ça donne des résultats très intéressants. Hein. On voit que sur Nice, la contribution de l'aérien semble tirer le risque. C'est pas une surprise en réalité. On voit que le maritime, de la même façon, sur la métropole Aix-Marseille, tire aussi le risque de façon significative. Si on devait vraiment travailler de façon précise à l'échelle de la ville, il faudrait peut-être descendre un petit peu en résolution parce que finalement, bon, 6 km, ça fait quand même des gros pavés sur une ville. Et donc, voilà, on aurait peut-être cette question. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une étude très intéressante. Je vous engage à aller y jeter un œil.